Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette énième vidéo. Alors aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse particulièrement, évidemment, la supplémentation du sportif. Alors selon une enquête récente, 77% des Européens font du sport et la pratique est au moins hebdomadaire pour une personne sur deux. Pour 12%, l'activité physique serait même quotidienne. Alors, on distingue bien évidemment différents types de sports qui utiliseront des filières différentes, des filières énergétiques en tout cas différentes, ce qui explique que les apports en micronutriments et en supplémentation seront différents en fonction de l'activité, mais aussi de l'intensité. Alors, sport plaisir ou sport compétition demanderont des attentions différentes. Alors, nous ne parlerons pas ici des performances compétitives, mais bien de performances plaisir qui peut-être vous amèneront à des performances compétitives plaisir. Alors, bonjour Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les déterminants physiologiques pour une pratique sportive saine et optimale? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Excellent sujet sur le sport et je pense qu'on devrait faire plus d'interventions sur le sport, soit performance ou sport santé. Donc, les déterminants physiologiques, selon moi, bon, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, surtout si on rentre dans les détails métaboliques des adaptations à l'exercice qui sont très diverses et très variées, mais disons des raisons, pour des raisons de clarté et pour être très synthétique au cours de cette intervention, on va choisir cinq principaux déterminants physiologiques et on va parler principalement de l'énergie, donc Mhm. l'énergie des cellules, des muscles, au niveau cardiaque, au niveau du cerveau, très important. On va parler des neurotransmetteurs, notamment, surtout les neurotransmetteurs de l'activité. Donc on a classiquement les neurotransmetteurs inhibiteurs et les neurotransmetteurs activateurs. Et là, on va plutôt se concentrer sur les neurotransmetteurs activateurs, ceux du système nerveux sympathique, notamment les catécholamines. Et puis on a aussi comme troisième déterminant physiologique très important, ce sont les éléments protecteurs. Il faut protéger Mhm. l'organisme contre stress oxydatif, enfin le stress métabolique en général, la glycation, le stress oxydatif, le stress nitrosatif, l'inflammation, etc. Et puis également, on va parler comme quatrième déterminant physiologique de l'apport en certains macronutriments, notamment surtout les protéines, donc les constituants, et aussi certains types de lipides, donc les constituants des Mhm. membranes cellulaires, des tissus. Donc ça, c'est très très important pour pouvoir reconstruire les tissus, surtout le tissu musculaire. Et puis comme dernier déterminant physiologique, j'ai choisi l'équilibre acido-basique. Et surtout ici, quand on parle d'équilibre acido-basique, on parle de toutes les voies métaboliques qui vont permettre de recycler notamment l'acide lactique, puisque c'est ça qui pose le plus de problèmes lors de la pratique sportive. Et puis également, en même temps, l'élimination. Donc l'élimination notamment de l'acide lactique. Et dans ce cas, donc la participation de ces moyens de recyclage et d'élimination au système tampon en général, le système tampon de rééquilibrage acido-basique. Voilà, tu nous as donné le sommaire. Alors, première page que j'ouvre, parlez-nous de l'énergie des cellules et des muscles. Alors, l'énergie cellulaire, plus globalement, mais spécifiquement pour le sportif, on a besoin d'énergie pour que le muscle puisse fonctionner. Donc, quand on dit le muscle, c'est-à-dire le muscle squelettique, le muscle strié qui permet le mouvement, Mhm. et également, puisque c'est aussi le cœur a aussi la même structure, hein, c'est un muscle strié qui a une spécificité, c'est il a une innervation autonome qui fonctionne régulièrement et même très régulièrement. Donc là aussi, ce qui va s'appliquer sur le muscle strié squelettique va s'appliquer aussi sur le muscle cardiaque.
et également les neurones. Donc, on a ici trois organes, muscles, cœur, cerveau, qui sont très connectés et qui fonctionnent à peu près selon les mêmes principes, puisqu'ils fonctionnent sur en tout cas, dans la plupart des cas, sur le mode ou la filière aérobie. Après, bien entendu, c'est beaucoup plus vrai pour le cerveau et pour le cœur. Pour le muscle squelettique, en plus de la filière aérobie, vont venir se greffer d'autres filières, notamment la filière anaérobie lactique et anaérobie alactique, dont on va discuter maintenant. Donc, grosso modo et globalement, pour pouvoir stimuler la filière aérobie, qui est la filière standard en réalité, c'est la filière par défaut, qui permet d'avoir un maximum d'énergie. Quelqu'un qui est en bonne santé apparente et qui n'a pas une activité très très importante, comme par exemple toi et moi, là, ou les auditeurs qui sont en train de nous regarder, peut-être qu'ils sont assis, peut-être même qu'ils sont en train de faire une activité physique, mais disons que grosso modo, quand on a une activité physique très restreinte et ou qu'on est au repos, on va solliciter à plus de 98% la filière aérobie, qui est la filière qui va passer par la mitochondrie. Et donc cette filière-là, elle a une capacité et une puissance. Donc la capacité et la puissance de cette filière aérobie est déterminée par plusieurs choses. Premièrement, une voie classique qu'on appelle la voie de la glycolyse. La voie de la glycolyse, c'est la voie qui va dégrader le glucose au niveau du cytoplasme cellulaire, donc qui va dégrader le glucose en pyruvate. Et puis ce pyruvate, il va intégrer la mitochondrie et va être métabolisé dans le cycle de Krebs et ensuite dans la chaîne de transport des électrons pour ensuite donner de l'ATP. Ça, c'est la voie aérobie classique qui a comme substrat énergétique le glucose. On peut avoir aussi cette même voie aérobie qui va avoir comme substrat énergétique, par exemple, les acides gras. Et là, ça ne serait pas la glycolyse, ensuite la mitochondrie, ça serait plutôt la bêta-oxydation, ensuite la mitochondrie. En fait, la première voie métabolique va dépendre du type de substrat énergétique. Donc, le substrat énergétique par défaut standard, c'est le glucose. Mais au-delà d'un certain effort physique, notamment ici, je vais le déterminer par la durée de l'effort physique. Si on dépasse, par exemple, la moyenne des 40 minutes, là, on passe plutôt où on va plutôt solliciter de façon significative la bêta-oxydation, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser à plus de 95% du glucose pour avoir de l'énergie, on va passer plutôt à 20, 25, 30% d'acides gras et puis bien sûr le reste, ça serait plutôt du glucose. Donc, on va favoriser la bêta-oxydation par rapport à la glycolyse. Donc ça, c'est quand on dépasse la durée des 40 minutes et quand on dépasse aussi un certain seuil d'intensité, on va passer dans ce métabolisme-là. Mais on est toujours dans la filière aérobie, globalement. Et donc, en fait, disons, les caractéristiques de cette filière aérobie, c'est donc notamment la glycolyse, si on parle de glucose, et ça, on va se concentrer là-dessus parce que le glucose est le substrat énergétique standard. Et puis, on a les mitochondries, le fonctionnement interne des mitochondries et le nombre des mitochondries. Donc, ce sont les trois caractéristiques qui vont être intéressants à cibler pour améliorer, disons, la filière aérobique, qui est vraiment la filière standard qui va permettre de faire fonctionner le cœur, le cerveau et une partie, en tout cas, d'avoir une bonne partie de l'énergie du muscle. Donc, pour la glycolyse, on a le magnésium qui est cofacteur dans cette voie de la glycolyse. Très important. Donc, c'est pour ça que quand on donne du magnésium pour quelqu'un qui est fatigué, il prend forme très rapidement. Il retrouve la forme très rapidement. Ensuite, pour la mitochondrie, on a plusieurs éléments qu'on peut donner. On a par exemple le cycle de Krebs qui va parfois, dans certains cas, tourner au ralenti.
pour différentes raisons. On peut citer, par exemple, le fait qu'il y ait un manque de vitamine B1 ou de vitamine B12, par exemple. Là, ça fait tourner le cycle de Krebs très au ralenti parce que la B1 et la B12 sont des cofacteurs dans le cycle de Krebs. Et là, on peut, effectivement, s'il y a carence ou s'il y a déficience ou même si les marqueurs de ces vitamines sont dans la limite inférieure, là on pourrait supplémenter en B1, B12 ou en disant en groupe B en général, vitamine du groupe B en général, et on peut très bien aussi donc combiner du magnésium avec ces vitamines du groupe B parce que ça fonctionne ensemble. Ça c'est très très important. Et puis ensuite également on peut donner du NADH. Le NADH c'est la forme bioactive de la vitamine B3. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en biochimie, ils savent que le rôle en réalité du cycle de Krebs, quand on dit cycle de Krebs, on est dans la mitochondrie. Hein. C'est l'une des voies métaboliques de la mitochondrie. Donc le rôle du cycle de Krebs, c'est la collecte d'électrons. Donc ça collecte des électrons et ensuite on les stocke dans des molécules. Ces molécules vont aller dans une autre voie métabolique qu'on appelle la phosphorylation oxydative ou la chaîne de transport des électrons, et c'est là où on va produire de l'ATP grâce à ces électrons qu'on a collectés à travers le cycle de Krebs. Et donc le cycle de Krebs va collecter des électrons, va les stocker dans deux molécules. L'une de ces molécules-là, c'est le NADH. Donc là, le NADH, on pourrait se dire, OK, on va accélérer le cycle de Krebs par un apport de vitamine B. Et puis également, on va essayer de le contourner en même temps en donnant le NADH qui est produit par le cycle de Krebs lui-même. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que le NADH augmente également la capacité de la mitochondrie à synthétiser de l'ATP. Et c'est pris par des athlètes de haut niveau également pour augmenter leur niveau d'énergie. Et ensuite également, au niveau de la chaîne de transport des électrons, on a le fameux coenzyme Q10. Le fameux coenzyme Q10, si on a suffisamment de coenzyme Q10, ben on va produire beaucoup d'ATP parce que le coenzyme Q10 se situe dans un endroit bien précis au niveau de la chaîne de transport des électrons, ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, où il fait le lien entre trois complexes. Donc le complexe 1, le complexe 2 et le complexe 3. Donc le complexe 1 et 2 vont transmettre leurs électrons vers le coenzyme Q10 qui lui va transmettre au complexe 3, ensuite complexe 4 et ensuite on obtient de l'ATP grâce à l'ATP synthase qui est en réalité le dernier complexe, le complexe 5. Donc là, le coenzyme Q10 va permettre d'optimiser cette voie. L'optimiser soit en termes de quantité d'ATP produite, soit en termes de prévention du stress oxydatif, puisqu'en réalité, dans cette voie, ce qu'on fait, c'est qu'on va transmettre des électrons. Et s'il n'y a pas suffisamment de coenzyme Q10 pour récupérer les électrons du complexe 1 et 2 et les transmettre au complexe 3, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des électrons libres qui vont se balader partout et qui vont aller s'associer à l'oxygène qui se retrouve dans cette voie-là, dans la mitochondrie. Et quand ils s'associent à l'oxygène, ils produisent ou ils forment ce qu'on appelle l'anion superoxyde, qui est le radical libre primaire. C'est un radical libre premier qui est produit par la mitochondrie, par manque de coenzyme Q10 notamment. Donc, quand on donne du coenzyme Q10, on optimise à la fois le taux d'énergie et aussi on diminue le stress oxydatif. Et en réalité, tout ce qu'on va faire au niveau de la mitochondrie, c'est d'augmenter l'efficacité énergétique de la mitochondrie. Et dans ce sens, ce qui va se passer, c'est que non pas seulement la mitochondrie va produire plus d'ATP et son fonctionnement va être optimisé, mais elle va pouvoir se multiplier, puisque la mitochondrie est à la base, à l'origine, une bactérie, c'est une cyanobactérie en réalité. Et une bactérie, c'est comme tout organisme vivant, lorsqu'elle fonctionne de façon optimale, lorsqu'elle produit suffisamment d'énergie, ben, elle va pouvoir se diviser, se multiplier et augmenter en nombre. Et ça, c'est très important. C'est ce qui nous ramène à la troisième caractéristique du métabolisme énergétique de la voie aérobie, c'est d'augmenter le nombre des mitochondries. Et bien sûr, le nombre de mitochondries ne dépend pas que de l'efficacité énergétique de la mitochondrie et de sa santé, mais plutôt également, ça dépend aussi du stimulus physique et physiologique qu'on donne aux cellules et aux mitochondries à travers l'activité physique, à travers le sport.
Voilà. Donc, ce que je viens d'expliquer ici, en association avec du sport, ça donne une efficacité énergétique très intéressante. D'ailleurs, voilà, je veux parler d'un produit que je connais. Chez nous, on a le Réjuve-Active. Dedans, coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque, NADH et astaxanthine. À mon sens, enfin, moi, je le recommande quand même à pas mal de sportifs. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, si tu le connais, si tu connais les dosages aussi. Oui, enfin, je le connais très Oui. bien puisque j'ai participé à Ah ben sa oui, ouais, c'est formulation. pas, oui. Donc, le NADH, coenzyme Q10, Mhm. c'est ce que j'avais expliqué, ça optimise Voilà, de oui. façon fulgurante la quantité d'énergie produite et la santé de la mitochondrie et sa multiplication. Mhm. Et puis tout le reste, acide alpha-lipoïque, astaxanthine, etc., ce sont en fait des molécules qui fonctionnent en corrélation, en synergie avec la coenzyme Q10, qui est un antioxydant majeur. Mhm. Il faut bien rappeler que la coenzyme Q10, et là encore une fois, il faut revenir aux vidéos qu'on avait faites auparavant. Il y a plusieurs vidéos qu'on avait faites sur la coenzyme Q10, la mitochondrie, etc. Donc il faut bien rappeler que la coenzyme Q10 est le seul et unique antioxydant qui prévient le stress oxydatif. Tous Mhm. les autres antioxydants interviennent après formation et génération des radicaux libres. Et à Ouais. ce moment-là, les autres antioxydants vont venir neutraliser ces radicaux libres. Par contre, la coenzyme Q10 fait que, par sa quantité suffisante, fait qu'il y ait moins de radicaux libres, qu'il Mhm. n'y ait même pas de formation de radicaux libres, puisque la formation de radicaux libres au niveau de la mitochondrie, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de coenzyme Q10 et que les électrons qui devaient être transmis à la coenzyme Q10 deviennent libres, au moins une Mhm. partie, et qui vont aller activer l'oxygène l'O2, l'oxygène qu'on respire, qui se trouve au niveau de la mitochondrie et qui va se convertir en anion superoxyde. Donc, le coenzyme Q10 est extrêmement important en tant qu'antioxydant et son activité, elle est optimisée et favorisée surtout, par exemple, par l'acide alpha-lipoïque. Là, on a Mhm. plusieurs études qui montrent que l'acide alpha-lipoïque permet de régénérer le coenzyme Q10. Ça permet de le régénérer, pas uniquement d'ailleurs le coenzyme Q10, le glutathion, le vitamine C, vitamine E. Mhm. Donc ça permet de régénérer toute cette gamme d'antioxydants. Ce qui est très très intéressant quand on donne de l'acide alpha-lipoïque, ça augmente l'efficacité des autres antioxydants, notamment le coenzyme Q10. L'astaxanthine également, ça a des effets antioxydants extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que les antioxydants classiques, 5000 fois plus puissants que la Mhm. vitamine C par exemple. Donc ça fonctionne aussi en corrélation avec la coenzyme Q10 et ça permet de protéger non pas seulement la mitochondrie, mais la cellule en général. Mhm. Donc, c'est une excellente combinaison très optimisée pour augmenter tout simplement le métabolisme énergétique, surtout de la voie aérobie. Oui, effectivement. Donc, est-ce que maintenant, je tourne la deuxième page parce qu'encore une fois, ce sont des chapitres sur lesquels on pourrait discuter pendant des heures. Euh, Deuxième page, est-ce que tu peux nous parler des neurotransmetteurs? Oui, les neurotransmetteurs, que ce soit chez le sportif ou chez la personne active ou enfin, qui a une Mhm. certaine vie active, une certaine activité, un certain stress, etc. Les neurotransmetteurs sont fondamentaux parce que on va en consommer, on va surconsommer les neurotransmetteurs si on a une activité trop importante, un stress trop important. Ça, c'est extrêmement important de travailler sur ce point-là, surtout que les neurotransmetteurs, ou en tout cas, par exemple, les neurotransmetteurs sur lesquels on va se pencher maintenant, qui sont les catécholamines, sont connectés, en tout cas leur taux est connecté au taux d'hormones thyroïdiennes. Ce thyroïde et neurotransmetteurs catécholamines, Mhm. ça fonctionne ensemble. Quand les hormones thyroïdiennes augmentent, les neurotransmetteurs catécholamines augmentent. Et s'il y en a un qui manque, ça va pas se passer de la bonne manière, on va pas se sentir en forme. Et si on a par exemple suffisamment de catécholamines, mais qu'on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ça fonctionne pas. Et vice versa également, ça fonctionne pas non plus.
Quand on a suffisamment d'hormones thyroïdiennes, moins de catécholamines, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des neurotransmetteurs qui vont stimuler le métabolisme, qui vont permettre d'être efficaces lors de n'importe quelle activité qu'on fait, mais en l'occurrence ici, le sport. Donc, dopamine, adrénaline, noradrénaline. Ce sont les 3 catécholamines très importants et qui proviennent d'un précurseur qui est la tyrosine. La tyrosine qui est un acide aminé non essentiel, mais disons conditionnellement essentiel. Dans certains cas de stress important, régulier, d'activité physique régulière, de sport, de pratique sportive régulière, on a besoin de ces catécholamines pour mieux fonctionner. Et donc là, on remarquera bien que j'avais bien expliqué la relation entre les neurotransmetteurs catécholamines et les hormones thyroïdiennes. On remarquera bien que à la fois les hormones thyroïdiennes et les catécholamines ont un seul et même précurseur qui est la tyrosine. Donc la tyrosine permet de donner, donc la voie c'est classique, je pense qu'on en avait déjà parlé, tyrosine, L-dopa, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Donc ça c'est la voie dans cet ordre-là par rapport aux catécholamines. Et puis dans ce qui concerne la thyroïde, bien sûr on a la tyrosine comme précurseur non pas seulement des hormones thyroïdiennes, mais aussi des enzymes qui permettent la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et puis également, bien sûr, dans ce qui concerne la thyroïde, on a aussi des cofacteurs. On a par exemple le magnésium pour la synthèse de la TSH, l'hormone, la fameuse hormone produite par l'hypophyse pour stimuler la synthèse des hormones thyroïdiennes. On a également le zinc, le sélénium, le zinc, le sélénium et l'iode également, l'iode qui rentre dans la formation, la synthèse des hormones thyroïdiennes. Quand on dit T3, T4, c'est 3 molécules d'iode, 4 molécules d'iode. Ça rentre dans la composition des hormones thyroïdiennes elles-mêmes. Et puis, on a aussi certaines vitamines, la vitamine D, la vitamine A, les oméga 3. Donc là, je donne les cofacteurs pêle-mêle, mais après, on pourrait discuter peut-être dans une autre vidéo du détail de toute la voie, parce qu'on part en fait de la synthèse de la TSH jusqu'à l'utilisation ou la formation du complexe récepteur hormone thyroïdienne au niveau des cellules cibles, en passant par la synthèse, par la conversion T4, T3, etc. Donc, grosso modo. Et puis, de l'autre côté, en ce qui concerne les catécholamines, on a certains cofacteurs aussi, notamment la B6 pour pouvoir convertir efficacement la tyrosine en dopamine. Et également la vitamine C pour pouvoir avoir de la noradrénaline à partir de la dopamine, et puis du SAM ou S-adénosylméthionine pour avoir suffisamment d'adrénaline à partir de la noradrénaline notamment. Donc, ce sont des cofacteurs, mais disons que le principal, c'est le précurseur qui est la tyrosine. Donc, en ce qui concerne les neurotransmetteurs ici pour les sportifs, le matin, le mieux c'est que ça soit le matin, pris le matin. Donc pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour entamer la journée, mais c'est-à-dire pas forcément, même si le sportif s'entraîne en après-midi par exemple, le mieux c'est de prendre le matin pour être en forme toute la journée. Donc tyrosine, vitamine C, ça c'est un excellent complexe pour les catécholamines. Et puis tyrosine avec certains des cofacteurs que j'avais cités. On peut alterner à chaque fois certains des cofacteurs par rapport aux hormones thyroïdiennes aussi. Alors, est-ce que, bon, chez Nutrilogix, pardon, on a on a du L-Tyro Active Forte en 500 mg et on en a en 125 mg, mais avec des vitamines du groupe B dedans, alors que le Forte en 500 mg ne contient pas de vitamines du groupe B.
Oui. Sur quel dosage tu irais plutôt sur un sportif lambda? Tout dépend, justement. Mhm. C'est la raison pour laquelle on avait conçu deux produits avec deux dosages différents. Oui. Euh, le produit avec 125 mg, c'est plutôt orienté pour des personnes qui sont très sensibles à la tyrosine. Parce qu'il y en a, Mhm. tout dépend en fait, il y a des personnes qui réagissent à 500 ou voire même 1000 mg, 1 gramme ou plus. Hein. Et il y en a d'autres qui réagissent déjà à 200 mg. Enfin, Mhm. 200 mg, ils sont déjà bien en forme. Alors que d'autres, il leur faut 4 fois plus ou plus encore de dosage au niveau de la tyrosine. C'est en fonction de l'absorption, en fait, de la tyrosine et en fonction aussi de la métabolisation. Si on parle des catécholamines, de la tyrosine hydroxylase, sa métabolisation en L-dopa et Mhm. dopamine. Donc, on a une variation ici, une variabilité dans la population générale. Donc, le mieux, c'est de voir un thérapeute Oui, bien sûr. et voilà, et surtout de tester, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Moi, je préfère déjà tester des petits dosages, déjà à commencer par des petits Mhm. dosages, voir ce que ça donne chez le sujet, et puis ensuite, si ça donne quelque chose, ben c'est bien, on réajuste le dosage. Si ça donne rien, ben on augmente le dosage pour voir. Mais ce qui est bien avec la tyrosine dans ce sens, c'est que ça fonctionne très rapidement. Oui. C'est pas une molécule qui va fonctionner sur plusieurs semaines. Ça fonctionne parfois immédiatement. Hein. Mhm. C'est comme le café, on prend, on est en forme. Oui. Donc, et c'est d'ailleurs une bonne analogie avec le café aussi, avec la caféine, parce qu'il y a certaines personnes qui réagissent à des petites quantités de caféine, alors que d'autres, il faut prendre beaucoup Mhm. plus. Et c'est la même chose pour la tyrosine. Donc là, on a deux types de populations et il faut savoir bien connaître. Il suffit de le connaître une fois. Hein. Il suffit Oui. de savoir que nous, ok, moi, je réagis à tel dosage de tyrosine de telle façon. Et puis c'est bon. Après, on le sait et on adapte les dosages en fonction de ça. Effectivement, et je confirme que effectivement l'effet se fait ressentir presque immédiatement ou dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit, puisque je suis j'allais dire un grand consommateur, je suis un bon consommateur de tyrosine. Est-ce que maintenant tu peux nous parler justement de la protection contre le stress métabolique? Pour le sportif, on a une exposition assez importante au stress métabolique. Et on avait Mhm. dans les années 80 un certain débat concernant la supplémentation en antioxydants, en disant que bon, si on donnait les antioxydants classiques, on allait diminuer la production endogène des antioxydants enfin, enzymatiques ou de glutathion par exemple. Parce qu'on a des antioxydants enzymatiques, des antioxydants endogènes et des antioxydants exogènes, par rapport Mhm. exogène, soit par l'alimentation, par supplémentation ou autre. Notamment ici, je pense à la vitamine C, la vitamine E, ce qu'on a dit sur le coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque, etc. Les polyphénols aussi. Donc tout ça, ça a été déjà discuté auparavant, il y a maintenant quelques dizaines d'années, où on disait que si on avait un apport exogène important en antioxydants, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait diminuer la synthèse des antioxydants endogènes, ce qui est complètement faux, puisque maintenant, on sait très bien que si on prend juste l'exemple de ces molécules que j'avais citées pour ne pas s'étaler trop, si on prend juste l'exemple de l'acide alpha-lipoïque, de la vitamine C, de la vitamine E, du coenzyme Q10, ils permettent en réalité de fonctionner en synergie avec le glutathion. Le glutathion régénère l'acide alpha-lipoïque et régénère tous les autres antioxydants Mhm. que je viens de citer, vitamine C, vitamine E, coenzyme Q10, et vice-versa. Donc, la vitamine C régénère le glutathion, l'acide alpha-lipoïque régénère le glutathion, le coenzyme Q10 régénère le glutathion. Donc, quand on dit régénérer, c'est-à-dire augmenter l'efficacité du glutathion.
ok, augmenter l'efficacité d'une molécule. Et donc là, par exemple, je peux citer à titre d'exemple, biochimiquement parlant, on a ce qu'on appelle le cycle glutathion-ascorbate, où le glutathion et la vitamine C fonctionnent ensemble sur une même voie, sur les mêmes réactions. Donc, si on supplémente en vitamine C, on augmente la synthèse endogène de glutathion plutôt. Et par conséquent, on augmente la synthèse endogène des enzymes qui vont régénérer, qui vont travailler sur le glutathion, notamment glutathion réductase, glutathion peroxydase. Ça, c'est prouvé maintenant. Donc, l'idée ou l'hypothèse selon laquelle, quand on prend des antioxydants, on diminue la synthèse endogène des antioxydants, des antioxydants non enzymatiques plutôt, c'est une idée qui est fausse, qui est ancienne. Donc là, on sait très bien que quand on donne suffisamment de coenzyme Q10, de vitamine C, surtout de polyphénol, les polyphénols sont excellents pour le sportif parce qu'ils ont des effets pléotropes, soit sur l'inflammation, la glycation, le stress, nitrosatif, oxydatif, etc. Donc, si on donne suffisamment, on va pouvoir aussi stimuler la synthèse des antioxydants endogènes. Donc, là, pour le coup, quand on dit stress métabolique, c'est en fait un terme générique qui regroupe les différents types de stress biochimiquement parlant qu'on peut avoir biochimiquement parlant, notamment stress oxydatif, stress nitrosatif, glycation, qui produit les fameux AGE, les produits finis de la glycation avancée, et puis l'inflammation aussi. Et donc, on cite en fait ces stress métaboliques, ces différents types de stress métaboliques, mais ils ne sont pas séparés en réalité. Ils fonctionnent ensemble. L'inflammation produit tous ces stress-là. La glycation produit de l'inflammation. Le stress oxydatif produit de l'inflammation et de la glycation. Donc, c'est lié. Donc, c'est pour ça qu'on dit les stress métaboliques. Donc, tous ces stress métaboliques sont inhibés, ou en tout cas sont diminués ou ramenés à des valeurs optimales ou normales pour l'organisme du sportif par les polyphénols, par des oméga 3 par exemple pour leur effet anti-inflammatoire très puissant, et puis par tout ce qu'on avait cité tout à l'heure par rapport à la protection des mitochondries, notamment la coenzyme Q10, astaxanthine, acide alpha-lipoïque, donc qui sont très très intéressants pour protéger la cellule et les mitochondries et donc protéger l'organisme du sportif. Après, bien entendu, il ne faut pas en abuser. Pourquoi il ne faut pas en abuser? Parce qu'il y a aussi un autre débat très passionnant dans le monde de la physiologie de l'exercice qui a eu lieu aussi dans les années 90 et même début des années 2000, où on avait discuté du fait que est-ce que réellement le sportif a besoin d'antioxydants? Parce qu'en fait, on était passé du débat de il ne faut pas donner des antioxydants exogènes pour ne pas diminuer la synthèse des antioxydants endogènes. Une fois que c'est réglé, on est passé à un autre débat de est-ce qu'il faudrait donner des antioxydants. La réponse, bien entendu, vous le comprenez, c'est pas quelque chose qui va se situer dans l'extrême. Soit on ne donne pas du tout, soit on donne énormément. Enfin, il faut être mesuré parce que tout simplement, il y a une partie du stress oxydatif et du stress métabolique en général qui est produite par l'activité physique et par le sport, qui est bénéfique pour le sportif parce que ça permet de renforcer ses tissus, parce que ça permet de renforcer ses systèmes antioxydants, parce que ça permet de renforcer ses systèmes anti-inflammatoires. Donc ça, c'est très important à considérer. Il ne faut pas bombarder le sportif avec des antioxydants, bien que le rôle des antioxydants est très important. Donc on pourrait faire des cures, on pourrait penser à 2-3 cures par an d'antioxydants d'une durée d'1 mois, par exemple, qui vont, disons, suivre une phase compétitive trop intense ou un microcycle, ou plutôt beaucoup plus un mésocycle ou un bloc d'entraînement de choc où l'intensité est trop élevée. À ce moment-là, on pourrait
on pourrait proposer, on pourrait planifier une cure d'antioxydants et de protecteurs en général métaboliques. Donc, mais c'est pas quelque chose à prendre tout au long de l'année régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, etc. Donc, il faut bien réserver ces compléments ou ces moyens pour des cures, pour des moments du macrocycle ou de la saison sportive où c'est trop intense. Oui, donc on remarque que, hormis le fait d'avoir son programme d'entraînement, hein, microcycle, macrocycle, il serait intéressant aussi de fait d'inclure dans ce programme d'entraînement le programme des prises de complémentation. Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des constituants des tissus, des différents tissus? Oui, dans la pratique sportive, on a une altération, une dégradation des tissus. C'est pour ça, c'est le principe classique de l'entraînement sportif, c'est d'induire un stress mécanique et métabolique qui permet de, disons, entre guillemets, détruire une partie, en tout cas, tendre vers un catabolisme des tissus, notamment et surtout le tissu musculaire, qui est le tissu ici qui est le plus sollicité, mais aussi l'os, les articulations. Donc c'est l'appareil locomoteur en général qui est concerné, parce qu'on sait très bien que, par exemple, la minéralisation de l'os, donc la fixation du calcium, du magnésium, du phosphore, du fluor, donc tous ces minéraux au niveau osseux, est stimulée très largement par l'activité, par le sport, par le stress mécanique. Les articulations aussi sont renforcées. Quand on dit les articulations sont renforcées, on parle ici de cartilage, on parle de la qualité du liquide synovial dans l'articulation, de la membrane synoviale, de la capsule, l'élasticité de la capsule, de la qualité des tissus fibreux périarticulaires, notamment les tendons, les ligaments, les bourses séreuses. Donc, tous les constituants de l'articulation sont renforcés et leur qualité est largement améliorée par justement l'activité physique. Mais comment que ça s'améliore, comment que ça se renforce, que ce soit les articulations, l'os ou les muscles, c'est par rapport disons, au catabolisme qui est induit au cours des séances d'entraînement. Okay, au cours et juste après les séances d'entraînement. Ensuite, on a une phase de régénération qui s'ensuit. Quand on dit phase de régénération, c'est, disons, élimination, nettoyage, destruction des tissus qui ont été altérés, qui ne fonctionnent plus correctement, et de les remplacer par de nouveaux tissus. Donc, c'est ce qu'on appelle en physiologie d'exercice une surcompensation. Si on parle par exemple dans le stockage des protéines au niveau musculaire ou dans la reconstitution des fibres musculaires ou des membranes des fibres musculaires, c'est une surcompensation. Une surcompensation, c'est-à-dire que on était par exemple à telle quantité de protéines au niveau d'un muscle quelconque ou d'une fibre musculaire quelconque, et puis on a produit un catabolisme partiel de ces protéines au cours de la séance d'entraînement, et puis ensuite au cours du processus de régénération, on va récupérer une partie ou on va récupérer une bonne partie de ces protéines qui ont été dégradées et encore un surplus. C'est-à-dire qu'on va obtenir un stockage de protéines plus important qu'auparavant. Et c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Et si on est dans le pic de surcompensation et qu'on refait encore une autre séance d'entraînement, c'est-à-dire un autre catabolisme protéique, on va diminuer un petit peu, mais pas autant qu'avant. Et puis on va remonter encore ou surcompenser encore une fois. Et c'est le principe de l'entraînement, en fait. Et donc, dans ce sens-là, on a besoin de constituants des cellules, constituants des membranes, constituants des tissus. Ces constituants sont principalement des protéines, puisqu'on parle ici de muscles. Le muscle, c'est le plus gros protecteur organe qui va stocker les protéines. Et puis on a aussi d'autres constituants de type lipidique, du gras, surtout
qu'on retrouve surtout au niveau des membranes cellulaires, notamment les phospholipides. Donc là, principalement, on va utiliser de la phosphatidylcholine, qui est le phospholipide le plus abondant au niveau des membranes. Également, si on parle de phosphatidylcholine, là, on a quelque chose de très important, surtout au niveau du système nerveux. La gaine de myéline est formée en grande partie de phospholipides et notamment de phosphatidylcholine. Et la gaine de myéline, il faut le rappeler, c'est constitué de myéline qui est produite par les cellules de Schwann au niveau qui sont autour des fibres nerveuses et qui permettent une meilleure transmission d'un flux nerveux. Et puis, pour les constituants classiques protéiques, ben, on a différents choix. En réalité, on a le choix classique standard de la whey protéine, et même dans la whey protéine, on a plusieurs qualités. En réalité, on a le concentrat de whey protéine, on a l'hydrolysa ou l'hydrolat de whey protéine, et on a l'isolat. L'isolat, c'est ce qui contient le plus de protéines. Et c'est des protéines en général de lactosérum, protéines de très haute valeur biologique, de très haute qualité. L'isolat contient plus de 95% de protéines. L'hydrolat, c'est autour de 90% de protéines. Et le concentrat, c'est celui disons de mauvaise qualité, la protéine de mauvaise qualité, qui contient autour de 80 ou un peu plus, 82% de protéines. Donc l'isolat, c'est vraiment le top de qualité, surtout quand c'est à base de lactosérum. Et d'ailleurs, c'est ce qui coûte le plus cher. Parce qu'il y a aussi l'isolat de soja, de petits pois, de ces trucs-là, mais la qualité des protéines n'est pas la même, et ça n'est pas très intéressant pour avoir suffisamment de protéines. Et donc là, encore une fois, par rapport aux protéines, par rapport à l'apport protéique, chez le sportif de force en général, ça s'impose d'emblée. Surtout le sportif de force plutôt qui vise à développer sa masse musculaire, donc notamment bodybuilding, notamment culturisme physique, musculation en général. Et puis pour les autres types de sports, on peut également avoir recours à de la whey protéine, mais en calculant bien l'apport protéique qu'on obtient à travers l'alimentation. Si l'apport protéique alimentaire est suffisant, on n'a pas besoin de whey protéine. S'il n'est pas suffisant, si ça nécessite de rajouter un apport supplémentaire, là, effectivement, on pourrait compenser. Donc là, typiquement, on a des normes, notamment pour une personne sédentaire, on est autour de 1 gramme par kilogramme de poids par jour de protéines, et puis on augmente cet apport en fonction de l'activité physique, pas du type d'activité physique, mais de l'intensité et de la fréquence de l'activité physique. On dit en méthodologie d'entraînement sportif la charge d'entraînement, qui est la fréquence multipliée par l'intensité de l'entraînement. Donc là, on peut aller de 1,4 jusqu'à 2 grammes, ce qui est beaucoup. 2 grammes, c'est vraiment beaucoup, c'est pour des sportifs de haut niveau. Donc, on peut aller dans cette fourchette-là, donc 1,4 à 2 grammes par kilogramme de poids par jour. Et à ce moment-là, comme je vous ai bien expliqué, il faut bien calculer la quantité de protéines qu'on a dans l'alimentation et voir par rapport au poids de corps combien on a besoin, faire la différence et voir si la quantité de protéines dans l'alimentation suffit ou non. Si ça suffit, c'est OK. Si ça ne suffit pas, la quantité qui manque, on peut la rajouter à travers ce qu'on appelle la whey protéine, l'isolat de whey protéine, qui est la meilleure qualité de whey protéine. Après, on peut rajouter aussi, surtout pour les sportifs de force aussi, des BCA, les Branched Chain Amino Acids, ou les acides aminés à chaîne branchée, qui sont la leucine, l'isoleucine, la valine. Et puis également de la créatine, si c'est aussi nécessaire pour les sportifs de force également, puisque la créatine va intervenir dans l'autre filière énergétique qu'on avait citée au début, la filière anaérobie alactique, où on a une conversion de la phosphocréatine en créatine plus phosphate organique plus ATP. Donc, une molécule de phosphocréatine donne une molécule d'ATP. Et une molécule de créatine qui va être recyclée en étant phosphorylée pour ensuite
redonner de l'ATP. C'est une autre filière énergétique, mais qui est assez limitée dans le temps. Ça permet d'avoir ou de faire des actions brèves et de très haute intensité, notamment le soulevé d'une barre en haltérophilie par exemple, un démarrage d'un sprint, un saut par exemple, saut en longueur ou saut en hauteur, un lancer de poids, etc. Donc ces actions qui sont brèves mais de haute intensité. Mais ensuite, c'est le taux ou la quantité de créatine phosphate est épuisée. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on voit par exemple chez les haltérophiles, et ils font quelques répétitions. En général, c'est 3 répétitions, 2 répétitions, une répétition d'un arraché ou d'un épaulé jeté. Et puis, à un moment donné, ils vont se reposer entre 4, 5 jusqu'à 7 minutes. C'est en fait le délai qu'il faut pour reconstituer 80 à 90% des réserves de phosphocréatine. Et ensuite, il continue, etc. Donc, en fait, il travaille principalement sur cette filière-là. Et justement, donc la créatine permet d'améliorer la puissance de cette filière, et ça permet, dans ce cas, d'avoir plus d'ATP pour ce type de sportif de force. Mais justement, alors moi, pour avoir fréquenté évidemment beaucoup de salles et pour encore en fréquenter maintenant, j'ai juste simplement une remarque, une constatation en tout cas, c'est que dans les produits qu'on peut vendre dans les salles, faites vraiment attention à la qualité des produits que vous prenez, parce que maintenant, c'est vrai que c'est un peu la chasse au prix, et que on trouve des protéines, on trouve des BCA. Alors j'en parle librement parce que nous, on n'en vend pas chez nous. On a des protéines qui sont très bien, mais effectivement, les BCA, on n'en vend pas. Mais allez chercher et renseignez-vous sur la qualité des produits que vous prenez avant de commander sur Internet et de faire venir des choses qui sont des États-Unis, qui viennent des États-Unis parfois, ou qui viennent d'autres pays, hein, même des pays de l'Est, et qui sont pas toujours contrôlées. Et on le voit aussi, certains, on a trouvé, je faisais partie d'une commission antidopage dans une fédération sportive, et on a trouvé dans des BCA certains produits dopants. Donc la personne prenait des BCA qui n'est pas un produit dopant. Donc il peut aller faire son test pipi, tous les feux verts sont ouverts, il n'y a aucun problème, il fait son test pipi, on le déclare comme dopé. Simplement, en faisant l'enquête après, on se rendait compte que dans les BCA qu'il avait pris dans une salle qui avait commandé sur Internet, je pense, il s'est retrouvé avec des produits qui étaient illicites. C'était même pas des produits dopants, c'était des produits considérés comme drogue. Donc voilà, un peu. Et là, pour ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que l'industrie du complément alimentaire sportif est très très controversée, puisque en fait le sportif cherche quelque chose en réalité en prenant ces compléments alimentaires, c'est de développer son muscle, c'est d'être en forme, c'est d'améliorer sa performance, etc. Mais en général, on a tendance on a tendance à vouloir être en forme. En réalité, c'est ce qu'on cherche, mais en tout cas, chez les sportifs en général, ou les sportifs qui s'y connaissent pas vraiment, on cherche à être en forme. En réalité, quand on prend un produit, on voudrait sentir l'effet. Le fait d'être en forme, l'effet maintenant, ici et maintenant. En réalité, tout ce que je viens de citer ici, ou n'importe quel autre produit, que ce soit la whey protéine, les gainers aussi, on peut en parler aussi, les BCA, la créatine, l'arginine, etc. Tout ça, tout ce qui est pris en général par les sportifs, le CLA aussi. Donc, ces produits-là, en fait, n'ont pas cet effet. C'est quand on prend de la whey protéine, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit en forme immédiatement. C'est pas de la tyrosine. Par contre, ce qu'on trouve effectivement, disons pas dans tous les produits, mais dans des produits de très mauvaise qualité, dont la traçabilité est douteuse, on trouve des molécules qui sont mises là exprès
pour que le sportif se sente en forme après avoir pris de la whey protein, ce qui est absurde et bizarre, étrange. Et à ce moment-là, quand le sportif se sent en forme, il va se dire, ah tiens, ce produit, il est de très bonne qualité puisque ça me permet de m'entraîner et d'être en forme et d'avoir un effet immédiat. Alors qu'il faut vraiment se méfier de ce type de produit. Les protéines ne donnent pas cet effet-là. Et ce n'est pas l'effet recherché. Les protéines sont des constituants des cellules, des briques de construction. Pas des protéines, ça stimule pas, ça ne devrait pas stimuler les hormones, les neurotransmetteurs, l'énergie, etc. C'est complètement, et c'est ce qu'on trouve dans une bonne partie des produits, je dirais des produits dont la traçabilité est douteuse et des produits de mauvaise qualité. Oui, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, un point sur lequel il faut attirer l'attention. Alors, effectivement, prendre des BCA, prendre des protéines ne fait pas du sportif une personne dopée. Au contraire, ça fait de ce sportif-là quelqu'un qui prend soin de soi, prend soin de ses muscles. Mais il faut aller chercher plus loin et vraiment aller chercher la qualité. Alors, dernier point qui me semble hyper important, c'est l'équilibre acide-base. Dans l'équilibre acide-base, on parlera principalement de l'acide lactique, puisque c'est le principal acide qui est produit par l'activité physique. Et là, on va être obligé de parler de l'autre voie ou l'autre filière énergétique dont on n'avait pas parlé. On avait parlé de la filière aérobie, on avait parlé de la filière anaérobie lactique avec la créatine phosphate. Et puis, il y a la troisième filière qui est anaérobie lactique. Anaérobie, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas d'oxygène, donc ça ne passe pas par la mitochondrie. Donc on reste dans le cytoplasme cellulaire, et lactique parce que ça produit de l'acide lactique ou du lactate. En fait, cette filière là, elle est intimement liée à la filière aérobie. Parce qu'on avait dit que dans la filière aérobie, pour un substrat énergétique standard qui est le glucose, on va avoir une glycolyse. Donc la glycolyse, c'est la conversion du glucose en pyruvate. Jusque-là, on est dans le cytoplasme cellulaire, en dehors de la mitochondrie. Et puis ce pyruvate, en réalité, il est fait pour rentrer dans la mitochondrie. Et le fait qu'on ait une activité physique trop importante, ça fait que on va utiliser beaucoup de glucose, le dégrader en pyruvate. On va obtenir une quantité importante de pyruvate, et très vite, la capacité des mitochondries, la capacité de métabolisation du pyruvate des mitochondries sera atteinte, c'est-à-dire la limite maximale sera atteinte, et puis il va rester toujours une partie de pyruvate dans le cytoplasme. Ce pyruvate qui va rester dans le cytoplasme, en attendant qu'il rentre dans la mitochondrie, mais en réalité, il ne va jamais rentrer dans la mitochondrie puisque les mitochondries sont saturées. Donc ce pyruvate-là, en attendant, dans le cytoplasme, il va se fermenter en lactate. Et en se fermentant en lactate, il donne de l'ATP aussi, mais beaucoup moins que ce qui est produit dans les mitochondries. Et donc, il donne de l'ATP, mais il donne aussi du lactate. Le lactate, c'est un acide carboxylique, un acide faible en chimie, mais le fait qu'il va s'accumuler, ça va augmenter l'acidité au niveau des tissus et à l'intérieur de la cellule. Et en fait, le lactate va tellement s'accumuler qu'il va sortir de la cellule. Il va être excrété à l'extérieur de la cellule. Et donc, on va le retrouver dans la cellule, entre les cellules, dans l'espace interstitiel entre les cellules, dans la microcirculation et dans la circulation générale, et donc dans la plupart des organes aussi, quand il y en a beaucoup. Mais heureusement qu'on a des moyens de recyclage et d'élimination. Il faut aussi, entre parenthèses ici, préciser que le lactate n'a strictement rien à voir avec les courbatures. Ça, c'est une question qui est pliée depuis les années 80. Les courbatures, c'est des micro-déchirures, des micro-lésions au niveau des fibres musculaires. Ça n'a strictement rien à voir avec l'acidité du lactate. Enfin, ça n'a rien à voir avec le lactate. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, ce lactate, la problématique qu'il va poser, c'est la quantité d'H+, ou de proton H+, qu'il va produire. Donc, en gros, la quantité d'acide qu'il va produire. Et là, on a plusieurs systèmes qui vont soit l'éliminer, soit le recycler.
Donc, l'élimination du lactate se fait principalement à travers les reins, mais aussi en partie à travers la peau et à travers les poumons. Donc, on a une voie d'élimination classique à travers les reins, on a une voie d'élimination secondaire à travers la peau par la transpiration, puisqu'il est hydrosoluble, donc c'est pour ça qu'il s'élimine par les reins et c'est pour ça qu'il s'élimine par la transpiration et également par l'expiration, l'air expiré par les poumons, puisque une molécule de lactate, qui est une molécule à 3 molécules de carbone, va être dégradée en 3 molécules de CO2. Et donc, ça sera éliminé sous forme de CO2 à travers les poumons, mais c'est une voie qui est extrêmement limitée. Donc, la voie principale, c'est les reins. Et puis ensuite, on a aussi des voies de métabolisation ou de recyclage du lactate. On a une voie qui est très connue et qui fonctionne bien, assez bien, qui passe par le foie, qu'on appelle le cycle de Cori. Cori, C-O-R-I, qui passe par le foie. Et ça fait qu'une partie du lactate, en tout cas, sera convertie en glucose. Donc, en fait, c'est comme si on faisait le chemin inverse, puisque on avait le glucose qui était converti en pyruvate à travers la glycolyse, et puis le pyruvate qui s'est fermenté en lactate. Et puis là, on va faire le chemin inverse, en fait. C'est pas exactement ça, parce qu'on va pas passer par tous les métabolites de la glycolyse et de la fermentation lactique, mais c'est comme si on passait du lactate vers le glucose. Et puis, ça se passe au niveau du foie. Et puis, on a aussi une voie de recyclage qui est très limitée et qu'on retrouve aussi surtout chez les sportifs de force et ceux qui développent, qui travaillent sur l'hypertrophie musculaire, c'est la conversion d'une infime partie de lactate en protéines. Donc le lactate est recyclé localement au niveau des muscles en protéines. Mais c'est assez minime comme voie, rien de comparable avec le cycle de Cori ou avec la capacité d'élimination de l'organisme du lactate. Et donc, dans ce sens, ce qu'il faut faire pour soutenir ces voies, surtout les voies d'élimination, parce que les voies de recyclage sont assez minimes et ça fonctionne plus ou moins. Donc, il faudrait avoir 2 axes d'intervention là-dessus. 2 axes d'intervention. Premier axe d'intervention, c'est de stimuler l'élimination rénale. Ça, c'est très important. L'élimination rénale est extrêmement importante, notamment avec, par exemple, du pissenlit, par exemple, ou de la chrysanthelle, par exemple, ou de la piloselle, ou aussi du persil. Donc, il y a toute une gamme de plantes qui permettent disons, l'élimination, de stimuler, d'avoir un effet diurétique. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose qui est très importante, c'est de soutenir les systèmes tampons. Alors, pourquoi il faut soutenir les systèmes tampons? Parce que, bon, parmi les systèmes tampons, on a le système qui produit des bicarbonates par les reins, pour pouvoir, parce que quand le lactate est en trop grande quantité, ce qui est le cas chez le sportif après une activité sportive, le lactate va sortir des tissus et va se retrouver dans la circulation générale, c'est-à-dire dans le sang. Et comme dans le sang, le pH sanguin est extrêmement régulé, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que va faire l'organisme ou le métabolisme pour garder le pH dans une fourchette de variation extrêmement limitée? Il va déclencher les différents systèmes tampons. Là, on va parler juste de 2 systèmes tampons, qui sont des systèmes tampons principaux. Alors, la production de bicarbonate par les reins. Ça, c'est un premier système tampon. Un deuxième système tampon qui est aussi très important, c'est la déminéralisation osseuse au profit de la stabilisation du pH sanguin. C'est-à-dire qu'au niveau de l'os, l'os n'a pas comme fonction uniquement la locomotion ou le fait de soutenir le squelette ou par exemple le fait de produire les globules blancs, les globules rouges, etc. Mais surtout, il a aussi comme fonction d'être une réserve minérale. Voilà. Cette réserve minérale, vous le remarquerez, phosphore, calcium, magnésium, fluor, donc tous ces ions, tous ces minéraux oligo-éléments sont
à charge positive, c'est-à-dire qu'ils ont un effet alcalinisant. Donc, quand on a une tendance à l'acidification dans le sang, et là, encore une fois, j'insiste sur le fait que le pH sanguin est extrêmement régulé, donc on va puiser dans la réserve minérale osseuse pour pouvoir tamponner cette tendance à l'acidification. Et pour éviter cela, il faudrait apporter justement ces mêmes minéraux qu'on retrouve dans l'os au niveau du sang, pour les mettre au niveau du sang, donc les apporter de façon exogène pour limiter la déminéralisation au niveau osseux. Okay, et là, notamment, on peut parler surtout de tout ce qui est citrate de magnésium, citrate de potassium, de tripotassium. Donc ça, c'est très important. Et le plus souvent, c'est le citrate de magnésium, déjà, puisque le citrate, déjà, en lui-même, indépendamment de la molécule à laquelle il est associé, il est déjà alcalinisant à la base. C'est parce que quand il va intervenir dans le cycle de Krebs, il va augmenter l'alcalinité. Ensuite, ce qui va venir après, qui va être associé au citrate, est aussi important. Le magnésium est très important, puisque c'est un élément aussi assez important de la réserve minérale osseuse, mais qu'on retrouve dans le système nerveux, dans les cellules, etc. Mais aussi, le potassium est aussi très, très important, puisqu'il va avoir aussi un effet diurétique également, en plus d'avoir un effet alcalinisant. Donc, ce sont les deux axes qui permettent de maîtriser l'équilibre acido-basique, à la fois stimuler la fonction rénale et également avoir à soutenir le système tampon ou les systèmes tampons. Ok, ben merci. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour le temps qui nous est imparti, qui, à mon sens, doit être largement dépassé par rapport à d'habitude. C'est pas grave. Alors, ce que je vous propose à tous et toutes, si vous avez des questions, puisque cette vidéo est enregistrée, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si nous y répondrons très volontiers. Si je m'aperçois qu'il y a beaucoup de questions, ce qu'on fera, c'est qu'on se refera un direct sur le sport pour répondre aux questions plutôt que de devoir écrire ou taper réponse à toutes ces questions. Bien, voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite encore de belles et bonnes fêtes. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt. Amine, merci beaucoup et à bientôt. Merci et à très bientôt et très bon réveillon, très bon nouvel an et à la prochaine. Merci. Au revoir.